Katie vient de Milan, bien connue dans l'univers de la réanimation, et nous allons parler de cette question de traumatisme crânien. Et aujourd'hui, on parle de la neuroprotection. Merci. La neuroprotection est un grand titre, c'est un titre extrêmement ambitieux. Et je serai très fier de dire que je suis en mesure de protéger le cerveau. Vous verrez que pendant ma présentation, je n'en suis pas capable. Mais pour démarrer avec quelque chose de solide, lorsqu'il y a un objectif ambitieux à atteindre, il faut mieux examiner la recherche et trouver des données solides. Alors, venons vers Astérix, qui ressemble très fortement à Didier Payen en train de donner une conférence. Alors, avec cette attitude, on pourrait avoir moi ou Giuseppe comme tel le roumain. Alors c'est un article qui a été publié, qui était très intéressant. Il est scientifique. Les auteurs ont parcouru 36 numéros d'Astérix et ils ont compté le nombre de traumatismes crâniens au nombre de 704. Et dans 500 cas, il y avait un casque. Et dans un cas seulement, on a utilisé la vraie protection. Donc cela me permet de définir ce qu'est la neuroprotection. Car en fait, la vraie définition de la neuroprotection devrait être quelque chose comme ce casque que vous voyez qui permet de réduire les lésions aux neurones, la dégénération des neurones, et qui peut agir en interrompant les trajectoires qui mènent justement aux lésions cérébrales. Mais je crois que dans la pratique clinique, il y a un autre aspect. Si on peut empêcher le légionnaire de taper, si on peut réduire le nombre d'attaques, alors c'est peut-être moins noble que cette protection étroite, mais ça peut fonctionner. Alors aujourd'hui, je voudrais parcourir avec vous ces deux concepts. Comment peut-on protéger? Comment peut-on préserver les tissus et comment peut-on réduire la charge, la pression? Alors, examinons où nous en sommes en termes de neuroprotection. Nous ne sommes pas dans une bonne posture du tout. Et c'est dû à trois raisons. Premièrement, les modèles ont eu un grand succès, mais ils ne se sont pas traduits par des essais réussis. Peut-être en raison de la conception de ces essais appliqués aux animaux, peut-être en raison de la fenêtre, parce qu'on parlait peut-être de fenêtre de 8 heures après le traumatisme pour randomiser, peut-être qu'on n'avait pas raison, et je ne veux pas que vous soyez trop déprimés, mais j'ai surligné en jaune à droite les options qui demeurent ouvertes, et nous cherchons des stratégies réparatives avec des cellules souches, les hormones sexuelles, le préconditionnement ou le post-conditionnement et éventuellement l'hypothermie. Mais les deux diapos suivantes sont des tables qui illustrent ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit donc de preuves d'échec. Cela a été publié en 1987 et cela nous amène aux dernières années. Et dans tous les cas, les facteurs qui étaient censés apporter une protection ne l'ont pas apporté. Donc, voici en résumé des médicaments et des composés très puissants avec des données très solides à l'appui, utilisés dans l'environnement clinique et ils se sont soldés par un échec. Et j'ai deux autres mauvaises nouvelles malheureusement à vous apporter. Tout d'abord, il y a eu deux essais avec le progestérone. L'une d'elles attend les données. Nous pensons que nous allons fermer cette base de données au mois de mai. Peut-être que vous aurez ces données avant l'été, mais en même temps, il y a eu un autre essai sponsorisé par l'ANIA, par David Wright, et cet essai a été arrêté pour des raisons de sécurité, puisque le comité a pensé qu'il n'y avait pas de signes permettant d'attester de l'utilité de l'essai. Donc on l'arrêtait.
Ensuite, l'hypothermie. Schumacher était en hypothermie et je pensais à Jean-François qui faisait tout son possible. Et bien sûr, mais nous n'avons pas de données sur l'hypothermie. Nous n'avons pas de données convaincantes. Et cet horizon qui est déjà très bleu, il se noircit, car cet essai a été très bien effectué, mais en fait, il a été arrêté car il n'était considéré comme étant inutile. Et je voudrais justifier un peu la position de la communauté. Et je connais un grand nombre des personnes en charge de ces essais. Et de novembre 2007 à février 2011, il y a eu des essais multicentres. Et il est difficile de faire de tels essais. Si vous faites attention, si vous sélectionnez correctement, les chiffres sont vraiment très faibles. Je crois que nous avons un problème supplémentaire. Donc, je voudrais aller un peu à l'encontre du consensus. Parfois, on dit qu'il nous faut des essais de plus en plus importants, des méga-essais, et ça a été le point de départ pour les stéroïdes. On a constaté que les stéroïdes ne marchaient pas, mais en examinant la recherche, si vous examinez le symbole en diamant qui met en balance les avantages et les inconvénients des stéroïdes, le chercheur anglais a examiné cette frontière et la conclusion a été de dire que peut-être que cela aidera. Mais tout de suite, d'autres collègues ont publié un article en disant non, vous avez tort parce que si vous calculez bien, le diamant est exactement à l'endroit où il n'y a pas d'avantage perceptible. Malgré plus de 10 000 patients ont été inclus dans cet essai. C'était un gros effort avec 48 heures de traitement corticostéroïde. Et la conclusion a été de dire que les stéroïdes n'aident pas, ils font du mal et les patients qui ont été traités se sont beaucoup moins bien portés que ceux qui ne l'ont pas été, ce qui est très mauvais. Mais voilà la partie provocatrice de mon intervention. Examinez ces scans en 3D. Là, vous avez des lésions sévères, des traumatismes crâniens sévères. Mais ce patient est similaire à ici, vous avez un hématome qui compresse le cerveau. Et le cerveau est sans doute entré sous l'hématome, il est sans doute en très bon état. Donc vous pouvez avoir un bon résultat. Au contraire du résultat, le traumatisme diffus à l'extrême droite. Là, on voit une fracture. Il y a une telle hémorragie que les fibres externes ont été perturbées. Aucune chirurgie ne peut reconstruire dans l'intégralité ces tissus. Et regardez la contusion au milieu. Qu'est-ce que la contusion? La contusion, c'est une déformation. Êtes-vous conscient d'un anti-inflammatoire plus puissant que les stéroïdes? Moi, je n'en connais pas. Et si on rassemble tout cela et si on essaye de tester les stéroïdes pour les traumatismes, on a perdu la possibilité de trouver quelque chose qui aurait pu marcher. Donc, examinons la deuxième possibilité. Nous n'avons pas la potion magique, mais nous pouvons faire quelque chose pour réduire la pression, le fardeau. Et c'est un concept qui est tout à fait simple, qui est bien accepté entre nous. Et il faut que nous le disions très clairement aux décideurs politiques, car cela concerne l'organisation. En 1982, et un article publié en 1984, en Italie, à Vérone, la mortalité a baissé de manière très importante. C'était le centre de recherche neurochirurgique dans mon pays, qui vient des Alpes, des montagnes, et jusqu'à la plaine. Et à l'époque, il y avait de très mauvaises liaisons routières. Donc, que s'est-il passé? Une autoroute a été construite et Vérone a publié
que la morbidité et la mortalité ont baissé de manière très impressionnante. Donc, peut-on dire que l'autoroute peut être neuroprotectrice? Je ne suis pas complètement fou. Cela veut simplement dire que si vous réduisez le temps avant l'intervention chirurgicale de 13 heures à 2 heures, cela permet de protéger le cerveau, puisque cela est important, parce que c'était il y a 30 ans, ce n'est pas très ancien. Et en Europe, aux États-Unis, vous voyez l'Australie, sans centre, mais nous parlons de plus de 11 000 patients. Et là, c'est le pourcentage de traumatismes crâniens qui sont arrivés au centre neurotraumatique directement à la première admission hospitalière. Donc, avoir une ou deux ou trois admissions, cela n'a aucun sens. Donc, comment cela peut-il être possible? On peut dire que les Pays-Bas, c'est un tout petit pays. Donc, c'est très facile de accélérer les liaisons et d'admettre le patient au bon endroit. Mais si vous examinez le Royaume-Uni, on ne peut pas dire que le Royaume-Uni est plus grand que l'Espagne. Il s'agit d'une question d'organisation. Si vous êtes bien organisé, le bon patient va au bon hôpital rapidement. Si vous êtes mal organisé, cela ne se produit pas. Et vous observez qu'un transfert plus indirect se traduit par des retards. C'est le temps qui est nécessaire pour arriver à la destination finale. Donc, perdre le temps, ce n'est pas neuroprotecteur. Gagner du temps, en revanche, ça l'est. Et que dire de la période avant l'arrivée à l'hôpital? Alors, on évaluait les patients à l'arrivée. Et dans l'hélicoptère, nous prenions des mesures d'oxygénation, de saturation d'oxygénation in situ. 60% des patients sont en hypoxique et un patient sur 4 est en hypotension. Donc vous allez à l'hélicoptère, le médecin, et là ce sont des données des États-Unis qui montrent la différence entre avoir à la fois l'hypoxie et l'hypotension ou ne pas avoir ou n'avoir aucun de ces deux problèmes. La mortalité est de 27 ou alors 75, donc un facteur de 3. Et avec Giuseppe et Luigi, nous avons pris 700 patients d'âge différents pour examiner l'hypoxie, l'hypotension. Je n'ai pas le temps de tout définir de manière précise, mais si vous regardez les camemberts, vous voyez qu'il y a encore un nombre important de patients avec hypoxie ou hypotension et c'est associé avec les mauvais résultats. Bien sûr, nous sommes en 2014, nous ne pouvons pas accepter ce type d'association. Les statistiques sont beaucoup trop primitives, donc nous allons essayer de produire des statistiques de qualité pour prendre en compte la sévérité du traumatisme, pour avoir une base comparable. Donc on voit que le ratio, la probabilité globale d'avoir un mauvais scénario est autour de 2. Un odds ratio de 2, ce qui prouve qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors maintenant, nous arrivons aux milliers de patients et si les patients arrivent en état d'hypopixie ou d'hypotension, les probabilités d'un bon résultat sont très faibles. Et mon dernier point concerne ce que nous faisons tous les jours en réanimation, parce que nous essayons de faire quelque chose qui protège, en tout cas réduire les lésions. Et voici un document norvégien d'un collègue qui est allé à San Francisco et ensuite est revenu à son pays pour promouvoir le concept de la hypotension intracrânienne en disant que nous devons essayer de quantifier en essayant de conserver cet ICP. C'est une manière intelligente de quantifier la pression. On peut dire que 20 c'est acceptable. Admettons que 20 constitue un seuil. Et à ce moment-là, vous pouvez quantifier le temps total
et le degré de charge de pression exercée par l'ICP. Et voici les données. Vous voyez le nombre de patients qui ont souffert des doses d'ICP faibles, élevées ou modérées. Et ce qui se passe, c'est que par simple association, le patient avec une haute dose, et vous voyez que les proportions de résultats, bons ou mauvais, changent de manière considérable. Mais cela permet de dire que cela peut avoir un sens avec du CBL pour 100 patients. Nous avons examiné la répartition des patients. Nous avons pu contrôler l'ICP, moins efficace dans cette deuxième catégorie et très peu efficace dans la dernière. Donc c'est un désastre. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats? Dans le premier scénario, 70% ont pu repartir chez eux. Et dans l'autre à droite, 11%. Donc là aussi, il y a une association. Mais l'association est très forte et elle laisse ouverte la question de savoir si l'ICP est quelque chose que nous devons traiter. Bien sûr, je pense qu'il le faut, mais il y a beaucoup de discussions sur cette pression intracrânienne. En fait, depuis 30 ans ou 40 ans, la mortalité a baissé. Ce document montre que la mortalité baisse dans des centres moins dynamiques, ou alors dans des centres très dynamiques, mais les meilleurs résultats, si vous êtes très actif, si vous utilisez traitez l'ICP, si vous voyez que ce document, cette recherche par une esthéticienne en clinique est basée sur les données procurées de nombreux centres et elle nous dit que vous pouvez avoir des centres performants ou alors au contraire des centres qui ne sont pas performants. Et la différence en termes de mortalité ou en termes d'issues défavorables peut varier de 1 à 3. Donc selon où vous vous trouvez, vous avez trois fois plus de probabilité de décéder ou de subir un infarctus. Donc si vous êtes un bon médecin, vous pouvez faire quelque chose de bien. Voyons les choses de manière constructive. Et mon dernier point, qu'est-ce qui fait un bon médecin, un bon réanimateur? Il y a eu 4 articles qui ont dit que le CPP doit être maintenu à un niveau élevé et le non-CPP doit être faible. Et à Houston, examiner le CPP, ou alors à Philadelphie, examiner le CPP et agissez en faveur de l'hypoventilation. Et à Milan, c'est ce que je vous ai montré auparavant. Donc, voilà les 50 patients. Un tel échantillon n'est pas suffisant, mais ce que j'attire votre attention sur le nombre de résultats favorables, 59 ou 60, c'est-à-dire à peu près la même proportion de patients avec des résultats favorables. Comment pouvons-nous concilier le fait que Didier disait que il faut réduire le CO2? Bon, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon, je pense que ça peut être très dangereux. Donc, nous utilisons quelque chose de toxique, de dangereux. Nous avons un CPP élevé, nous avons un faible CPP, et je fais confiance à ces collègues. Je pense que les données sont favorables. Donc, il ne s'agit pas de différence, il s'agit de similarité entre ces centres. L'oxygène, pas d'hypotension, protection des voies respiratoires, intervention chirurgicale anticipée, c'était fréquent. Je soumets que ce qui fait la qualité d'une unité de réanimation, ce n'est pas les convictions sur l'utilité du Doppler. Quelqu'un va aimer le Doppler, d'autres ne vont pas l'aimer, mais il s'agit du package, de l'ensemble de mesures de traitement. Donc en conclusion, je dirais que nous n'avons pas la potion magique, ça c'est sûr. Nous avons quelque chose, peut-être pas grand-chose, mais nous pouvons nous rendre utiles si nous réduisons les attaques cérébrales. Et ce n'est pas
les infarctus cérébraux. Merci. Et c'est vous